Bienvenue sur Progressive Gains, le podcast qui t'aide à sculpter un physique sec et musclé avec des conseils réalistes et efficaces. Pas de promesses vides, que des résultats concrets. Je suis Sofiane, votre hôte pour ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif diplômé, passionné par l'apprentissage et en constante formation dans différents domaines. Mon objectif, développer mes compétences et mes connaissances pour aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de podcast. On est déjà sur le 3e épisode, donc ça passe quand même assez vite. Avant de commencer, si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas, donc si vous êtes sur YouTube, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Ça vous permettra d'être au courant lorsqu'un nouvel épisode sortira. Et si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à mettre les étoiles et à me suivre, ça m'aiderait énormément. Vous avez dû le remarquer, il n'y a plus le fond vert. Enfin, le fond vert, c'était pas réellement un fond vert, mais c'était un fond. On m'a fait la remarque que c'était dégueulasse, donc je l'ai enlevé. Et finalement, oui, c'était clairement dégueulasse. Donc je l'ai enlevé, comme ça on est plus à l'aise, comme ça on va dire. J'ai posé une boîte à questions sur Instagram et j'ai reçu quelques questions, donc je vais les traiter durant ce podcast. On a 2 questions en rapport avec l'alimentation et on a une question plus personnelle en rapport avec mes objectifs. J'ai également un message d'un de mes followers. Mes followers, je suis pas influenceur, mais d'une des personnes qui me suit. En gros, c'est pas une question, mais aucune question, mais tes contenus sont top. Donc ça me fait énormément plaisir de recevoir ce genre de message car ça me donne énormément de force. Ça me donne envie encore plus de partager ce que je sais. Je me suis embrouillé. Donc mes connaissances avec vous et c'est un coup de boost quoi, tout simplement. Ça fait plaisir parce que je sais que justement ce que je vous donne en fait ça vous aide. Donc c'est la plus grande gratitude pour moi. Maintenant, on passe aux vraies questions. C'est ce qui vous intéresse le plus de toute manière. Donc la première question c'est: est-ce que je dois faire du jeûne intermittent pour optimiser la perte de graisse? Alors, on va y aller étape par étape pour vraiment que vous puissiez comprendre tout de A à Z. Lorsqu'on parle de perte de gras, on entend souvent parler de jeûne intermittent, de cardio à jeun et bien d'autres choses. La plupart du temps, ce qu'on entend sur ça, c'est des légendes urbaines. Dans un premier temps, il n'y a pas de mal à jeûner. J'ai rien contre les personnes qui jeûnent, ça peut être très pratique dans certains cas, d'autant plus que si ça te plaît de jeûner, il n'y a pas de souci, tu vois. Tu peux jeûner, car ça peut faire gagner quand même pas mal de temps. Mine de rien, manger, ça demande beaucoup de temps, surtout quand tu es en prise de masse, mais faut savoir aussi que le jeûne intermittent est à éviter dans certaines situations que je citerai dans quelques minutes. Mais premièrement, je voulais vraiment te dire qu'il n'y a pas de mal à jeûner si c'est quelque chose qui te plaît, si c'est une organisation qui te plaît. Ok? Maintenant, ce que tu dois savoir et retenir, je te déconseille de jeûner lorsque tu fais une séance. Donc je te déconseille de faire une séance à jeun, donc une séance de musculation ou une séance de cardio un peu plus intense. Si c'est du cardio léger comme de la marche, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une séance de musculation, là c'est à bannir, vraiment c'est à bannir. Certains diront que tu t'habitues, ton corps s'habitue, mais dans tous les cas, certes, il y aura une adaptation, mais dans tous les cas, tu ne seras pas dans les meilleures conditions pour progresser sur une séance de musculation à jeun. Et il y a des risques dans tous les cas, donc je te déconseille. S'il te plaît, ne fais pas de séance de musculation à jeun. Ton cardio, à la rigueur, tu peux, s'il est léger, modéré maximum, mais à éviter quand même, ok? Alors pourquoi je dis ça? En réalité, d'après les études récentes et les études qui ont été réalisées par le passé, il n'y a pas réellement de preuves sur le fait que le cardio à jeun permettrait de perdre du gras plus facilement. Ou du moins, il n'y a pas de preuves significatives. Donc ça veut dire que si il y a quand même des résultats, ils sont vraiment légers. Ce qui signifie qu'en gros, t'es pas obligé de te torturer à faire du cardio à jeun. Maintenant, comme je te l'ai dit, si c'est quelque chose qui te plaît, si c'est quelque chose que t'aimes faire, il n'y a pas de souci. Je te demande pas de changer ton organisation. Mais si tu penses perdre du gras plus facilement, rapidement, grâce au cardio à jeun, bah tu te trompes. Tu vas droit dans le mur. Donc voilà. Maintenant qu'on sait ça, comment perdre du gras? Déjà, il faut différencier la perte de poids et la perte de gras. La perte de poids, c'est perdre du poids globalement, c'est-à-dire perdre du gras, perdre de l'eau, perdre du muscle,
Donc vraiment perdre du poids, tout simplement. Et la perte de masse grasse, c'est vraiment la perte de gras. Ok? Alors pour perdre du poids, donc là je parle bien de poids, pour perdre du poids, ce qui va être important, ça va être un fondamentaux, un fondamentaux, ça se dit pas, ça va être des fondamentaux comme la balance énergétique. Donc tu dois être en déficit calorique pour perdre du poids. Et pourquoi je dis perdre du poids et pas du gras? Car ça dépendra également de la répartition de tes macros. Contrairement à ce que l'on entend sur les réseaux ou sur internet, chaque calorie, donc toutes les calories ne se valent pas. Si tu consommes 3000 calories de lipides, ces 3000 calories de lipides ne vont pas être utilisées de la même manière que 3000 calories de glucides ou de protéines. T'es bien d'accord avec moi? Ce qui signifie que ça va impacter ta composition corporelle. Ok? Donc ça, c'est important de le retenir. Et c'est pour ça qu'il faut une bonne répartition au niveau des macronutriments. Et pour optimiser ta perte de gras, il va falloir avoir la bonne répartition au niveau de ces macronutriments. Ok? Donc voilà. Donc, premièrement, le déficit calorique. Et deuxièmement, la bonne répartition au niveau des macros. Ok? Ce déficit calorique, il peut être induit par l'augmentation de la dépense énergétique via les activités physiques comme la musculation, le cardio ou même l'augmentation du NEAT. Donc le NEAT, en gros, c'est le Non-Exercise Intensity Thermogenesis. Donc excusez-moi, j'ai un peu bugué. Ça veut dire que c'est toutes les activités que tu fais en dehors de la musculation, en dehors de toute activité en gros volontaire. C'est des activités involontaires du style par exemple faire le ménage, monter les escaliers, marcher, enfin bref voilà. Donc tu peux augmenter ta dépense comme ça pour induire un déficit calorique ou alors tu peux diminuer tes calories via l'alimentation en enlevant des calories, que ce soit des lipides, des glucides, n'enlève pas de protéines s'il te plaît. Voilà, ça c'est important de le retenir. Ok, donc du coup, pour en revenir au jeûne, imaginons, parce qu'on nous dit souvent que le jeûne ça permet de perdre du gras plus facilement, et même du poids, du gras, peu importe. Euh, En général, les gens quand ils jeûnent, ils calculent pas leurs calories. Très peu de personnes calculent leurs calories. Donc les personnes quand ils jeûnent, ils enlèvent automatiquement un repas. En général, c'est le petit déjeuner, car c'est le jeûne intermittent est fait le matin. Donc en général, ils mangent pas le matin, ils mangent à partir de 13h-14h. Donc ils enlèvent le petit déjeuner, ce qui crée un déficit. T'es bien d'accord avec moi? Et là, on en revient justement aux fondamentaux auxquels on parlait juste avant. Donc le déficit se crée du fait que le repas a été enlevé, mais dans certains cas, ce déficit peut être comblé. Alors comment? La personne ne va pas manger le matin, alors qu'elle avait l'habitude de manger le matin, elle va avoir plus faim durant la journée, donc elle va manger plus durant les autres repas. Et au final, ce déficit, il n'existe plus. Et au final, tu es en maintien. Et c'est pour ça que le jeûne intermittent marche sur certaines personnes, pour les personnes qui n'ont pas envie, enfin qui ne comblent pas justement leur faim sur les autres repas, mais pour les personnes qui comblent leur faim sur les autres repas, ce jeûne intermittent ne va pas fonctionner. Donc c'est pour ça qu'en fait on a assimilé le jeûne intermittent à la perte de gras. Euh, mais en réalité, ça, on en revient aux fondamentaux, comme je te l'ai dit précédemment. Donc c'est ça qui est assez drôle. D'autant plus que sur certaines personnes, le jeûne intermittent peut avoir des effets assez négatifs. Pour en revenir justement à cet effet de faim, au lieu justement qu'elles mangent seulement un maintien calorique, elles vont peut-être probablement être en surplus calorique, car elles vont vraiment manger plus sur les autres repas. Imaginons la personne mange 3 repas, le matin elle l'enlève, elle mange plus que 2 repas, donc ça se trouve elle va manger plus sur ces 2 repas et en plus elle va grignoter durant la journée, ou alors elle va rajouter un troisième repas dans l'après-midi et elle va manger quelque chose de très sucré, des barres Kinder, enfin peu importe. Donc faut pas tomber dans le piège en fait. Le jeûne intermittent c'est une organisation alimentaire, c'est pas une méthode miracle. C'est simplement quelque chose qui peut être intéressant à utiliser si tu veux gagner du temps, si t'es bien, si tu te sens bien justement avec ce mode de vie là. Mais ça va pas t'aider à perdre du gras. Donc si tu veux perdre du gras, mais que t'as pas envie justement de tomber dans ces travers qui peuvent te développer des troubles au niveau du comportement alimentaire, je te conseille d'éviter. Je te conseille d'éviter. Au final, voilà, comme je l'ai dit, on en revient au principe de base.
déficit calorique. Voilà, c'est la seule chose que tu dois retenir. Donc voilà, donc jeûne intermittent, ça va pas t'aider à perdre du poids ni du gras. Par contre, le déficit calorique, bien sûr que si. Donc voilà, que tu fasses du jeûne intermittent ou pas, tu dois être en déficit calorique si tu veux perdre du gras. Et également avec la bonne répartition des macros. Donc là, je vais pas te donner la répartition des macros adéquate puisque bah je ne te connais pas. Donc je peux pas te donner justement la répartition parfaite. Maintenant, j'ai une deuxième question sur l'alimentation. Encore une fois, c'est comment gérer les écarts alimentaires sans ruiner ses progrès. En général, ça dépend dans quelle situation tu es. Mais en général, lorsqu'on parle d'écart alimentaire, c'est surtout des personnes qui sont en déficit calorique. Moi, je n'aime pas les termes cheat meal, écart. Enfin, j'aime pas ces termes-là. J'aime pas parce que pour moi, un cheat meal, c'est un repas où vraiment tu te goinfres. Tu te goinfres jusqu'à ne plus pouvoir et t'es dans le mal. Ça, c'est un cheat meal. Et ça, c'est à bannir. Maintenant, je préfère utiliser le terme de repas libre, entre guillemets. C'est un repas où tu manges quelque chose. Bah, un repas où, par exemple, voilà, tu vas au restaurant avec des amis, de la famille, voilà, c'est ça un repas libre pour moi. Mais concrètement, si ton alimentation est parfaite, si ton plan alimentaire est parfait, adapté à toi, normalement, il n'y a pas de repas libre, il n'y a pas de cheat meal, il y a rien de tout ça. Parce que les soi-disant repas libres seront intégrés justement à ton plan alimentaire. J'aime même pas utiliser plan alimentaire car ça nous fait penser au plan alimentaire que les bodybuilders ils utilisent. Mais concrètement, ton alimentation, ces repas libres en fait, ils doivent être adaptés, ils doivent être inclus dans ton alimentation simplement. Ça doit pas être une occasion, ça doit pas être voilà, ça doit être naturel tout simplement. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Euh, Je vais te raconter une petite anecdote personnelle, puisque justement je suis tombé dans ces travers. J'ai commencé la musculation, j'étais pas ultra clean au niveau de l'alimentation pendant 1 an. Après j'ai commencé à me pencher un peu plus sur le sujet et j'ai commencé à vraiment me mettre en déficit calorique, car moi je voulais perdre du gras, je voulais avoir les abdos visibles, et c'est une erreur que j'ai faite pendant longtemps. Deuxième anecdote, donc entre parenthèses de la première anecdote, à l'époque, je voulais rester toujours sec. Donc à l'époque, il y a quelques années, je voulais toujours être sec, les abdos visibles, et c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Pourquoi ? Bah parce que par le passé, j'avais du gras, j'étais un peu gros, donc psychologiquement, j'étais assez frustré psychologiquement. Donc c'est pour ça. Donc du coup, au final, j'étais pas du tout dans les meilleures conditions pour progresser, puisque j'étais toujours en déficit calorique, et franchement, j'ai perdu énormément de temps à cause de ça. Donc, si t'es dans cette situation-là, que t'es déjà sec et que tu souhaites prendre de la masse musculaire, je te conseille de au moins te mettre en léger surplus. Vraiment, même si il y a des risques de prise légère de gras, mais vraiment légère. Hein, c'est pas non plus si tu fais ça très contrôlé, que tu montes pas trop haut, il n'y a pas trop de risque que tu sois fat. Donc n'aie pas peur, vraiment n'aie pas peur, et dans le pire des cas, rien, bah c'est pas irréversible quoi. Tu pourras taper une mini cut pour justement perdre le gras que tu as accumulé, mais dans tous les cas, si tu veux vraiment progresser en masse musculaire, à un certain moment, tu es obligé d'être en léger surplus calorique pour progresser. Maintenant, on en revient justement, on ferme la parenthèse, on en revient à mon erreur. Donc j'ai une erreur que j'ai faite longtemps. En fait, j'ai fait un plan alimentaire vraiment ultra strict, et ça m'a frustré. Donc toute la semaine, j'étais strict. Donc je mangeais des sardines, des lentilles, des trucs vraiment dégueulasses que j'aimais pas du tout. Et au final, du coup, le week-end, je me dis, allez, cheat meal, tu vois. Cheat meal, mais c'était cheat week-end, c'était plus cheat meal. Je me tuais le ventre, clairement, je me tuais le ventre. C'est-à-dire qu'en fait, le samedi, je te fais le topo, tu vas me dire, ah oui, il est fou. Le samedi, du coup, ce que je faisais, c'est que le matin, je mangeais normal, donc là, il n'y avait pas de souci. Le midi aussi. À 16h, je mangeais pas. Comme ça, en fait, je pouvais manger plus, justement, sur le cheat meal du soir. Et le cheat meal du soir, vraiment, c'était la débandade.
Donc c'était vraiment, je me gavais, hein. Quand je te dis je me gavais, en gros c'était par exemple pizza et après dessert. Donc le dessert ça pouvait être une glace Häagen-Dazs et après la glace, en fait je me disais ouais, enfin faut que je profite avant que ça reprenne. Du coup je prenais des cuillères de Nutella. Enfin bref, là c'était vraiment à ne pas reproduire. Et le dimanche matin, je mangeais des viennoiseries. Le midi, je mangeais un peu plus normal. Et à 16 heures là, par contre, c'était n'importe quoi. Je mangeais des gâteaux avec du chocolat chaud. Donc, comme à l'ancienne, quoi, quand on est petit, tu vois. Je mettais les gâteaux dedans avec des tartines de Nutella. Enfin, bref. Concrètement, c'était clairement n'importe quoi. Et là, quand j'y repense, je me dis, j'étais taré. Donc, voilà, c'est l'erreur qui m'a détruit. Ça a clairement détruit mes résultats. Parce que, imaginons, tu fais un déficit tu fais un déficit de peut-être 500 calories. Non, ouais, c'est un peu trop. 300 calories par jour. Ce qui te fait un déficit ce qui te fait un déficit sur 5 jours de, 300, 600, 1002, 1005 calories sur 5 jours. Donc je dis 5 jours parce que je prends pas le week-end, puisque le week-end c'est le cheat week. Enfin, cheat week-end. Donc, et le week-end tu manges comme un taré. Donc là tu vois, tes 1500 calories de déficit, ils sont explosés en fait, parce que au final t'es même pas en déficit, t'es même pas en maintien, t'es en surplus. Parce que t'as défoncé tes calories le week-end. Donc au final tu perdras jamais de poids. Et c'est ça en fait que ça peut faire. C'est, imaginons que t'es à 80 kilos, à la fin de la semaine t'arrives à descendre à 60, on va dire 79, allez, voilà. Et le week-end tu te goinfres et en début de semaine tu recommences à 80 voire même plus. Et au final ça fait que ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Donc voilà, concrètement, tu progresseras jamais dans cette situation. Alors, comment faire justement pour adapter ces écarts alimentaires à ton alimentation, à ton plan? Donc déjà, je te conseille de calculer tes repas libres. Si tu peux au moins faire des estimations, ce serait vraiment cool, car en fait, ça peut vite monter. Surtout lorsque tu manges des desserts, car il y a beaucoup de lipides dans les desserts, comme les cheesecakes ou même les glaces, tout simplement. Donc, si tu as la possibilité de calculer, vraiment calcule, parce que je sais c'est chiant. Franchement, je te dis en toute honnêteté, c'est chiant. Mais quand ça devient naturel, c'est naturel, c'est automatique, donc ça te frustre même pas, tu vois. Moi, au début, je les calculais pas. Après, petit à petit, j'ai implémenté justement cette notion de calcul. Et au final, c'est naturel, tu vois. Donc maintenant, voilà, quand je fais des repas libres, enfin, j'appelle même pas ça des repas libres, tu vois. Des fois, je mange des sushis. Je sais combien de calories ils font les sushis. Je sais qu'ils rentrent dans mes macros. Je sais, enfin, bref, je sais tout, tu vois. Et au final, c'est même plus un repas libre parce que ça rentre dans mes calories, ça rentre dans mes macros. C'est un repas comme un autre qui me permet de progresser, tout simplement. Donc mon poids, quand je suis en déficit, il diminue constamment. Donc il n'y a pas de hop, 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 tu vois. Quand je suis en surplus, il augmente progressivement. Donc bon, c'est pas linéaire, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas des zigzags comme quand en fait tu t'as pas des calories et des macros respectés, quoi. Donc si tu as la possibilité de calculer, calcule. Sinon, si tu veux pas calculer, le plus important, ça va être de ne pas te goinfrer. Donc tu te prends pas la tête, mais tu ne te goinfres pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu manges à ta faim. Et quand je parle de faim, je parle pas de gourmandise. Car on a tendance à confondre la faim et la gourmandise. Quand t'as faim, c'est quand ton ventre il gargouille, etc. Mais en réalité, la plupart du temps, on mange par gourmandise. Donc c'est pour ça que c'est difficile de manger purement pour la faim. Donc c'est pour ça que je te conseille de calculer tes calories. Donc, mais voilà, si t'es quelqu'un qui sait se contrôler, qui se goinfre pas, dans ce cas-là, je te fais confiance. T'as pas besoin de calculer tes calories, tu manges normal, ok? Voilà, l'idée c'est, si tu calcules, d'au moins respecter tes calories et au mieux tes macros. Car comme je l'ai dit précédemment, en fait, toutes les calories ne se valent pas. C'est-à-dire qu'en fait, si t'as 3000 calories journaliers à respecter, et que ton repas, en gros, le repas du soir, il est à 1500 calories, on va dire. Dans ce cas-là, faudrait que durant la journée, tu aies mangé 1500 calories. Comme ça, sur ton repas du soir, tu manges 1500 calories, tu as 3000 calories. Et si tu as la possibilité de respecter tes macros.
mais c'est un peu plus compliqué. Maintenant, c'est pas très grave si tu les respectes pas, le plus important, ça reste quand même les calories. Maintenant, si tu ressens vraiment le besoin de faire régulièrement des repas libres, et c'est que ta diète, elle ne te plaît pas, tout simplement. C'est que ta diète, elle ne te plaît pas, c'est l'erreur que j'ai faite par le passé, comme je te l'ai dit avec la première anecdote. Tout simplement, ça te plaît pas et qu'il y a quelque chose à revoir justement dans ton alimentation. Il faut que tu inclues des aliments, des repas qui te plaisent un peu plus. Ok? Donc voilà. Après, tu as des stratégies à mettre en place pour pouvoir faire des repas libres, on va dire c'est comme ça. C'est de réguler. Donc comment on fait? Donc je prends un exemple sur un repas de Noël, car en général, les fêtes de Noël, ça parle bien. Donc le repas de Noël, on n'a pas envie de se prendre la tête. Moi personnellement, je calcule pas pendant le repas de Noël, hein. Repas du réveillon, etc. Je calcule pas. Je me prends vraiment pas la tête, je profite. Donc ce que je fais, c'est que déjà j'augmente ma dépense énergétique, donc je fais plus de steps. Habituellement, j'en fais environ 8000. Lorsque bah voilà, c'était Noël, pendant à peu près une semaine, j'en faisais entre 10 000 et 12 000. Donc ça permet un peu d'augmenter ta dépense énergétique, ce qui est plutôt pas mal, parce que du coup tu vas pouvoir manger plus. Ensuite, deuxième étape, diminuer tes calories sur la semaine qui est sur la semaine où il y a Noël tout simplement. Imaginons Noël c'est mercredi, dans ce cas-là tu vas diminuer tes calories autour de Noël. Imaginons que tu mangeais 3000 calories, tu vas en manger 2500 journaliers par exemple. Et si vraiment t'es chaud, t'en manges 2000, comme ça t'économise encore plus de calories. Mais concrètement, voilà, si t'en manges 2500 journaliers au lieu de 3000, ça te fait économiser quand même pas mal de calories, plus la dépense énergétique que tu as augmentée via les steps. Donc voilà. Et sur le sur le même jour où il y a le réveillon et le repas de Noël, ce que tu peux faire également, imaginons sur le jour du réveillon, le matin, soit tu manges pas. Moi, je te conseille de manger parce qu'en général, après, c'est encore pire le soir. Moi, ce que je priorise, en gros, c'est protéines, fruits et légumes. C'est-à-dire que le matin, voilà, je me mange, par exemple, des protéines. Donc, je me fais une omelette, donc avec des blancs d'œufs et deux œufs. Donc, il n'y a pas trop de lipides comme ça. Et à côté, je me mange une pomme ou une poire. Donc pourquoi pomme, poire et pas banane? Parce que la banane, c'est un fruit qui est beaucoup plus glucidique que la pomme et la poire, et d'autant plus que la pomme et la poire, ça cale mieux. Donc ça, et le midi, par exemple, je mange de la viande, donc 200 grammes de viande crue, avec crue, je la cuis, hein, t'as compris, mais en gros, cuit, ça fait 150 grammes. Avec 200 à 250, voire même 300 si t'as faim, grammes de légumes, et pas de féculents, pas de pommes de terre, pas de glucides. Ça te permet encore une fois d'économiser des calories. En fait, le plus important, c'est vraiment d'avoir ton quota journalier, car sur les repas un peu libres, repas plaisir, repas de fête, on a moins de protéines. Donc c'est pour ça qu'en fait, je te dis de vraiment te concentrer sur les protéines durant la journée. Et puis à 16 heures, soit tu manges un petit fruit, donc une pomme ou une poire, ou soit tu manges rien pour t'économiser entre guillemets sur le repas du soir. Donc à partir de ce moment-là, finalement, tu vois que durant la journée, t'as rien mangé quasiment. En termes de calories, je parle. En termes de volume, normalement, tu devrais avoir suffisamment de satiété puisqu'on a des protéines, on a quand même pas mal de protéines, on a pas mal de volume avec les légumes et les fruits. Donc là, moi, si je devais donner une estimation, tu serais aux alentours de peut-être, franchement, ouais, peut-être 500, 600 calories, tu vois, à peu près. Allez, 700 calories, 600, 700 calories. Et au final, le soir, comme ça, tu peux manger un peu plus. Et le lendemain matin, tu manges pas. Parce que de toute manière, tu n'auras pas faim. Puisque tu auras bien mangé la veille. Donc voilà. Et puis après, le repas de Noël, etc., tu refais la même chose. Donc ça, c'est une stratégie. Maintenant, ça peut ne pas convenir à tout le monde. C'est une stratégie comme une autre. Mais il y a plein de stratégies à mettre en place. L'idée, en fait, c'est de trouver quelque chose qui est adapté à toi, tout simplement. Ok? Donc voilà pour cette question. J'espère que j'ai été assez clair. Encore une fois, si je reprends justement les deux sujets précédents en rapport avec l'alimentation, ce qui revient souvent, comme je te l'ai dit, c'est vraiment les fondamentaux qui sont la balance énergétique. Si tu veux vraiment perdre du poids, perdre du gras, il faut que tu sois en déficit calorique, tout simplement. Si tu veux faire des écarts alimentaires sans ruiner tes progrès, il faut que tu respectes ton maintien calorique actuel, enfin ton total calorique actuel. Ok? Alors dernière question, ça c'était du coup petite question pour moi. Tu as des projets, des objectifs pour cette année? Alors t'as pu le voir, j'ai commencé l'année avec une mini cut, puisqu'avant j'avais fait 1 an et demi de PDM. Alors pourquoi j'ai commencé l'année
par une mini-cut. Déjà, dans un premier temps, comme je te l'ai dit, j'ai fait 1 an et demi de PDM. J'avais commencé à accumuler pas mal de gras. Et j'avais vraiment envie de repartir sur de bonnes bases durant une deuxième phase de masse. Là, actuellement, je suis encore en mini-cut. Il me reste 1 à 2 semaines maximum. Donc voilà. Également, je l'ai fait en début d'année parce que il y a eu les repas de fête et je me suis fait plaisir. Du coup, ça m'a permis aussi de déjà reposer mon système digestif après avoir autant mangé durant les fêtes, de me remettre bien entre guillemets, d'enlever la rétention d'eau, etc. En fait, l'idée avec cette mini-cut, c'est vraiment de nettoyer le physique pour repartir sur de bonnes bases. Donc, pouvoir voir quels muscles ont réellement progressé. Car en PDM, en fait, c'est difficile justement de déterminer quels muscles ont réellement progressé puisque tu as un peu de masse grasse sur certains muscles. Tu as un gabarit qui est un peu plus volumineux, mais t'es pas pour autant plus musclé, tu vois. Donc ça, faut le retenir en fait. Faut différencier en fait prise de muscle et gabarit volumineux. Donc c'est difficile et en fait ça va me permettre vraiment, comme je t'ai dit, de déterminer les muscles qui ont réellement progressé et réajuster ma programmation en fonction de ça. De plus, ça me permet de me sentir mieux dans mon corps, car quand tu es en PDM pendant 1 an et demi, au bout d'un moment, tu as le ventre toujours gonflé. Lorsque tu veux t'abaisser, faire tes lacets, tu sens que ton ventre il te gêne. En fait, voilà, vu que tu es constamment en train de manger, ton ventre il est toujours en digestion, tu vois. Et du coup, pour en revenir à ce point-là, ça permet également de reposer le système digestif. Car en fait, notre corps, c'est une machine. C'est une machine et à force de l'utiliser, elle s'use. Donc le système digestif, c'est la même chose. Il faut le reposer de temps en temps parce que là, il sature au bout d'un moment, tu vois. Donc voilà, et puis en plus, ça permet d'optimiser justement la prochaine phase de masse. Pour l'instant, je suis super satisfait de cette mini-cut. J'ai fait tomber 8,5 kg. Donc j'ai fait tomber 8,5 kg en 8 semaines. Donc c'est super. Et clairement, c'était mon objectif. C'était mon objectif. Je vais pas descendre plus bas, car là, je suis bien comme je suis. J'ai suffisamment enlevé de gras et j'ai pu remarquer justement mes points, les points à améliorer sur mon physique, les points qui ont réellement progressé. Et franchement, je suis ultra satisfait parce que je m'attendais pas à ce résultat-là. La prochaine étape, c'est quoi? Donc, je vais faire une reverse, donc une reverse diet. C'est pas obligatoire. Moi, je le fais parce que, comme le nom de mon podcast, Progressive Gains, t'as compris, toujours avec progressivité. Je fais les choses toujours tranquilles, progressives. Comme ça va me permettre de reprendre l'habitude de manger. Là, en mini-cut, je suis aux alentours de 3000 calories en jour on et 2500 en jour off. Et en PDM, là, sur ma peak bulk, j'étais à 4000 calories en jour on. Donc, mine de rien, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même pas mal, quoi. Ça fait la différence. Quand tu dois rajouter 1000 calories de solide, ça fait la différence. Donc voilà. Du coup, reverse. On va augmenter progressivement les calories pour reprendre l'habitude tranquille et pas bousculer en fait les habitudes. Là, avec la mini-cut, j'ai mis en place des habitudes et j'ai pas envie de les bousculer, donc vraiment, faut que je change les choses progressivement. Ok. Du coup, après, ça sera phase de masse. Donc pendant un bon moment, ce sera probablement la dernière avant la prépa, car j'aimerais faire une compétition de bodybuilding. L'idée en fait, c'est de pouvoir faire une saison de 2 à 3 compétitions. Donc probablement fin 2026, au pire 2027. Donc ça serait mon idéal, ce serait vraiment ce que je viserais. Maintenant, j'ai du mal à me projeter, en fait. J'ai du mal à me projeter. Faut que j'arrive à avoir un peu plus de clarté sur mon avenir. Mais c'est ce que j'aimerais faire en tout cas. Au niveau des compétitions, j'aimerais bien partir sur une WNBF Belgique enchaînée avec une WLBF France, donc Montargis. Parce que en fait en Belgique c'est en été, donc je sais plus exactement c'est quoi la date, je crois que c'est juillet-août, un truc comme ça. Et à Montargis, non ouais je crois que c'est juillet ou juin, bref. Et à Montargis France c'est septembre en général, fin septembre. Donc en fait ce qui est bien c'est qu'il y a peu d'écart entre ces deux compétitions et ça me permet justement parce que tu dois rester justement en déficit durant ce temps-là, tu vois. Donc ça me permet de mieux gérer l'entre-compétition et potentiellement faire une troisième compétition sur une autre fédération. Après, faut que je me renseigne. Là, franchement, j'ai pas pris le temps de regarder et tout, puisque c'est pas tout de suite, hein, 2026-2027, hein, comme t'as pu le voir. Mais ouais, ça serait l'objectif. Ça serait l'objectif.
juste pour le kiff. Je veux pas devenir professionnel ni rien. C'est vraiment, en fait, quand j'ai commencé la musculation, je me suis dit, je veux faire du bodybuilding. Je veux faire une compétition de bodybuilding. Parce que un physique de bodybuilder, c'est magnifique. Bon, après, faut différencier physique de bodybuilder et physique de bodybuilder. T'as les bodybuilders qui sont pas naturels, t'as des bodybuilders naturels, t'as des catégories différentes, men's physique, etc. Mais moi, le bodybuilding, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné car je trouve que c'est un art, tout simplement. C'est un art posé, enfin, voilà. Et puis, ça prouve aussi la détermination des gens. Parce que arriver sur une scène, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Et moi, cette pratique du bodybuilding, elle m'aide énormément dans la vie de tous les jours, en rapport avec mon métier. Ça m'aide dans plein de choses. J'ai tellement changé mon mindset grâce à ça et j'aimerais justement continuer dans cette voie-là. Donc voilà, comme ça au moins t'en sais un peu plus sur moi. Donc c'est tout pour ce podcast. Alors on a eu un podcast d'environ 30 minutes, ce qui est pas mal du tout. Comme d'habitude, si le podcast t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à me remercier, à me mettre un petit pouce bleu, des étoiles, à t'abonner, à me suivre. Ça me ferait énormément plaisir. Également, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou en DM sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram est en dessous, là, dans la description. En plus de ça, je t'offre un guide pour justement t'aider à perdre du gras, prendre du muscle. Donc il est également dans la description, c'est totalement offert. Franchement, vas-y parce que j'aurais bien aimé l'avoir lorsque j'ai commencé la musculation et même au bout de plusieurs années de musculation, ça m'aurait énormément aidé, ça m'aurait évité de perdre des mois, voire même potentiellement des années de musculation. T'as également un lien pour me parler si t'as envie d'avoir des renseignements sur mon coaching. On pourra discuter ensemble pour voir un peu quels sont tes objectifs, quels sont tes blocages, quelle est ta vision justement de la musculation et de la progression physique tout simplement. Donc voilà. On se dit quoi? On se dit à la prochaine pour le prochain podcast, pour le 4e épisode. Et moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe, et je te dis à la prochaine.